Ok, donc chose promise, chose due. Je vous avais dit qu'on aborderait le sujet de la morale afin de distinguer le bien du mal. Pour imager le sujet, je vous mets une petite image à l'écran que j'ai modifiée. Vous voyez une tête entourée de plein de personnes, d'influences extérieures qui peuvent nous mener au meilleur comme au pire. Et à l'intérieur de cette tête, il y a la représentation d'un homme protégeant avec le bouclier une femme qui semble lui lire un livre. Alors, dans cette image, j'y vois deux représentations. C'est-à-dire l'enfant qui protégerait sa mère et qui écouterait ses enseignements pour devenir meilleur, et, autre possibilité, l'union d'un couple, de l'homme et de la femme, l'homme étant plutôt dans la force, dans la protection du foyer, et la femme, stratégique, éloquente, tient les comptes et en même temps les enseignements jusqu'aux enfants. Vous avez sur la partie droite de cette tête, à l'entrée de la bouche, une trompette qui semble, voyez-vous, diriger une femme dans la mauvaise direction, une sorte d'influence du malin. Parce qu'il est dit que ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche, voyez-vous, qui nous fait pécher, mais c'est ce qu'il en sort. Et en l'occurrence, c'est-à-dire que ce qui va niveler notre niveau de spiritualité, les énergies que l'on va dégager, c'est-à-dire soit être dans le positif ou son contraire, c'est bien ce qui va nous animer intérieurement. Donc on doit avoir une bonne santé mentale pour être dans un corps sain. Donc la santé mentale passe par l'esprit. Vous l'avez compris, la morale, c'est différencier ce qui peut nous être favorable du contraire. Et il y a quelques semaines, je vous avais dit, que pensez-vous de la morale? Je n'ai pas eu beaucoup de retours, alors que pourtant c'est un sujet primordial, hein, c'est vraiment celui sur lequel on devrait se pencher, parce qu'aujourd'hui, on voit que comme ce n'est plus l'essence de la civilisation, eh bien, on en perd tout simplement le carburant pour devenir meilleur. Et il suffit de l'observer dans la société, tout augmente dans le négatif. Alors, que ce soit des délinquances ou criminalités. On avait évidemment toujours de tout temps quelques dérapages, des mensonges, des vols, des fornications. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu les 10 lois, les 10 commandements qui ont été inscrits. Cependant, on voit que là, dans notre société, il y a comme ça les caps qui sont franchis. Parce que les parents ne jouent plus leur rôle et que beaucoup de choses se sont banalisées. Ce que j'entends par là, c'est qu'on est passé du petit vendeur de barrettes de shit à celui qui tombe dans la coke et qui finit, ni plus ni moins, qu'à faire des collines du crack. On est, voyez-vous, dans la bascule de petits voleurs au début qui commencent à prendre quelques bonbons dans les magasins et qui, pris d'avarice, même à 12-13 ans aujourd'hui, commencent à aller faire des vols à l'arraché. Use de violence contre les femmes qui ne voudraient pas laisser un sac à main ou encore femmes ou hommes qui ne voudraient pas donner de téléphone lorsqu'il y a un racket. Et la violence augmentant, ils ne s'arrêtent plus seulement à la rue et au magasin, ils vont chez les gens, entre autres chez nos grands-parents, les anciens, et ils n'hésitent pas à les voler, pour d'autres à user carrément de violence, à les ligoter, voyez-vous, pour obtenir un peu plus d'argent. Voilà la société actuelle. Et je pourrais faire une liste de tout ce qui ne va pas pour vous prouver par A plus B que là, nous sommes en perte totale de morale. C'est-à-dire que fut un temps, il y avait des vols, mais c'était limité. On va attaquer les banques, on va attaquer les commerces, mais on limitera, voire on ne fera pas du tout sur les particuliers, les gens du bas peuple, pas parce qu'ils souffrent comme nous. Donc il y avait la reconnaissance, voyez-vous, au moins dans sa classe sociale, si je puis dire. Aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de limite, c'est, allez, à tout va, ça vole, ça se met dans la corruption. Et, chose incroyable, c'est que la société fonctionne aussi avec le théâtre, avec les représentations de celle-ci, avec les films et les séries qui sont arrivés par la suite. Et en l'occurrence, on avait toujours une morale. C'est-à-dire dans les histoires, il y avait ce côté de ne pas s'attacher uniquement à son physique et à vouloir, voyez-vous, toujours rayonner. Parce que la personne se perdra dans ce que l'on pourrait dire de... Comment on pourrait appeler ça? Voyez-vous, une personne qui veut toujours en fait mettre un masque par-dessus elle, mais qui ne pourra jamais vivre et se réaliser. Eh bien,
Alors c'est une forme d'hypocrisie, il y a encore d'autres noms qu'on peut attribuer, mais en tout cas ça amène à une hystérie. C'est-à-dire l'hystérie de toujours être en jugement et de vivre par rapport aux autres. Vous voyez, il y a ce problème. Il y a d'autres films qui nous présentent une morale. Celui qui était avide d'argent, il finit par tout perdre parce que euh, bien mal acquis ne profite jamais. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Ou encore d'autres, voyez-vous, phrases comme jeu de malin, jeu de vilain. Eh bien, il y avait dans les représentations du cinéma toujours la chute. Celle qui nous fait comprendre que ça y est, là, faut atterrir. Vous voyez, il y en avait même un qui disait, ce qui est intéressant, c'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage. C'est ça le plus important. C'est savoir comment atterrir. C'est-à-dire rebondir de ce qui a été vécu. C'est perdu. Aujourd'hui, les films font la promotion des méchants. Ils les mettent en avant. Les Marvel eux-mêmes s'intéressent maintenant plutôt à faire, voyez-vous, la bascule du côté démoniaque. Les films n'hésitent pas à blasphémer. Il n'y a plus le respect du religieux. Et il n'y a donc plus derrière de morale. Parce que le socle, ni plus ni moins que de la position de l'humain, de sa représentation et de la façon dont on le définit, on le caractérise, tout ça relevait de philosophie, ni plus ni moins, des teneurs de loi, à l'ancienne, des rabbis, des maîtres, puis après des prêtres et de d'autres qui existaient sur la planète. On va dire, souvent on s'en remettait aux anciens, la sagesse, la philosophie qui émanait d'eux. Ça, c'est fini. C'est encore une fois un détachement. C'est pourquoi je suis arrivé, j'ai fait ce post et j'ai dit je trouve des occurrences dans la manière d'agir parmi ceux qui n'arrivent pas à stabiliser leur vie. Que ce soit en professionnel, que ce soit également familialement parlant et bien d'autres choses encore. Voyez-vous, ils vont partout dans toutes directions, mais qui tient le gouvernail? Ils ne sont plus maîtres de leur petit bateau. Ils veulent déjà être dans un paquebot. Vous voyez, dans le faux, dans le paraître, dans l'appartenance à des groupes bien plus importants, mais qui sont tous perdus. Alors que l'importance de la vie, c'est d'être dans son petit radeau, et voyez-vous, d'avancer à son rythme, de se laisser de temps en temps porter par l'eau, par les flots, par les mouvements de vagues. Eh bien, j'ai continué et j'ai dit, il manque également beaucoup d'argumentation sur un ou des sujets qu'ils avaient la prétention de maîtriser, d'être experts dans le domaine. Et pour ça, pour être explicite, eh bien, j'ai mis quelques arguments et des démonstrations pour vous rendre en tout cas audible ce que je veux exprimer. Donc, il y a quelques années de ça, je me suis détaché des diffuseurs du net qui traitaient l'actualité en nous disant c'est l'effondrement imminent, voyez-vous, entraînant des prospectives, les entamant comme l'effondrement du système financier, ou bien encore la Troisième Guerre mondiale, pour certains qui devaient être là depuis 2012-2015. Je pourrais continuer comme ça en énumérant des thématiques. On pense encore une fois à ma vidéo Chemtrail et son con à la traîne. Ça, c'était Alixator qui reprenait Nenki en disant qu'il y avait des produits chimiques, voyez-vous, dans les nuages. Que le brouillard que l'on avait était ni plus ni moins que de la médicamentation pour endormir la population. Donc on a pu, voyez-vous, faire des tribunes sur ces gens pour leur montrer qu'ils étaient dans l'erreur. Malheureusement, beaucoup n'entendent pas. J'en ai aperçu bon nombre tomber dans la haine. Alors, dans un premier temps, c'est un ras-le-bol de ce côté capitaliste. Ils reviennent un peu à Marx, à Proudhon et bien d'autres. C'est-à-dire qu'ils sont énervés par l'accaparement des richesses et par l'inégalité qui en résulte entre les très riches qui continuent à acheter des terrains, des maisons, quand les très pauvres subissent les inflations. Récession même, devrais-je dire également, qui accompagne les spéculations boursières, du marché et de bien d'autres choses. Donc on entend gueuler, je pense à le professeur Pom-Pom et bien d'autres, de façon légitime dans un premier temps, en nous disant « mais c'est quoi ce bordel ?» En 20 ans, 30 ans, l'immobilier, que ce soit locataire, propriétaire, ça prend 150%. Le chariot, eh bien il est toujours plus vide, mais il nous revient toujours plus cher. Et il continue comme ça à avoir des belles déclamations. Sur ça, on est d'accord. Et bascule le moment de tragédie. Qui tient le pouvoir? Qui fait le grand remplacement? Alors on en arrive à certains, comme Alixator, qui prétendaient être approchés par la franc-maçonnerie, qu'ils avaient le niveau, qu'ils ont fait les grandes études, là où passent les politiques, et donc qu'il en résulte une capacité
de pouvoir analyser la société, de pouvoir nous en donner les tenants, les aboutissants, les détails même, cachés à tous. Mais tout ça relève en réalité d'une fantaisie. Peu ont les vrais noms qui sont impliqués dans la situation actuelle, c'est-à-dire dans les prises de décisions politiques, dans les référendums et tout ce qui s'ensuit. Alors après, on a eu des choix utopistes avec les propositions de tout le monde est gentil, tout le monde est content, aucune corruption dans le monde, et puis donc à partir de là, référendum d'initiative citoyenne, et on agira en bonne conscience, c'est-à-dire qu'en fait on retourne ni plus ni moins qu'à Robespierre et bien d'autres, l'égalité dans les décisions prises. On retourne à la démocratie, démos kratos, pouvoir par le peuple, puissance, ça y est, c'est maintenant qu'on reprend les décisions ensemble. Mais tout ça, c'est du leurre. Vous connaissez très bien les agents d'influence, les stratégies des médias, les très riches personnes qui peuvent également faire fluctuer les marchés et donc de facto faire des délits d'initiés, puisqu'il y a de moins en moins d'enquêteurs et de personnes, voyez-vous, à l'épreuve de la morale. C'est-à-dire qu'au début, bon nombre s'engagent, par exemple, pour aller contrôler les comptes, pour aller dénoncer, je ne sais pas, tel ou tel réseau, et à la fin, ils se retrouvent à manger avec eux. Ah, ils mangent un tout petit morceau, mais ils mangent. C'est ça qui compte. Voyez-vous. Et donc je me suis dissocié de ces personnes. J'ai dit c'est bon, je ne peux pas rester avec ça. Ils tombent dans la haine. Ils en arrivent même maintenant à des bassesses en disant la franc-maçonnerie sans savoir donner des noms. Et puis ça termine à la judéo-maçonnerie pour finir sur les qui. Vous comprenez très bien à qui vous avez affaire. On a même eu l'échange de loups divergents avec Monsieur K qui en appelait à faire la rouelle. L'un proposait, l'autre rigolait. La rouelle, c'est quoi ? Eh bien, c'est un marquage d'une communauté, en l'occurrence les Juifs, pour dire qu'ils sont dangereux pour la population et donc on doit les avoir à l'œil, leur interdire certains commerces et compagnie. Les mêmes qui se saisissent des sujets du nouvel ordre mondial pour dénoncer un marquage de la population par une élite qui nous prendrait comme un cheptel et qui voudrait un total contrôle en nous supprimant nos libertés et nos façons d'aller et de venir, si je puis dire. Donc c'est beau. C'est des contradictions, des dichotomies que l'on peut analyser de toutes parts. Des gens qui se prétendent experts, analystes, journalistes, depuis un canapé, mais qui n'ont point ouvert d'ouvrage ni mené des enquêtes de terrain. Et je peux, encore une fois, étayer mes dires. C'est pourquoi je vous ai mis quelques noms, comme ça, jetés un peu en pâture, si je puis dire. Loup divergent, qui à une certaine époque me disait d'ailleurs « Toi, Féno, t'es qui pour me dire ce que j'ai à faire ou non, ce que je dis, si c'est vrai ou pas, t'es la police de la morale, hein, c'est comme ça ». Donc, pour Loup divergent, je vous ai déjà montré ce qui s'était déroulé. On a eu un échange. Moi, je suis venu un peu aussi en jeunesse, si je puis dire, bouillant pour lui montrer toutes ces contradictions. Le fait qu'il vous déclare être indépendant, mais qu'il ne l'est pas, qu'il quitte la société alors qu'il s'y attache de plus en plus par des cagnottes, ce qui n'est pas tant un problème que ça. Ce qui était grave, c'est de déclarer que ce qu'il produisait était un travail. Et donc, que par le sérieux, par, voyez-vous, l'énergie qu'il déployait dans celui-ci, il méritait rétribution. Et, non pas une fois comme ça de temps en temps, mais à de multiples reprises. Et je ne vais pas non plus vous refaire tout l'historique avec ces ordres synarchiques, si je puis dire, et surtout la synchronicité. Vous ramenez au New Age, à Gaïa Terre-Mère, à la connexion avec la nature, et puis après avec bien d'autres choses encore, jusqu'à des documentaires qui devaient sortir sur les civilisations anciennes. 2 documentaires qui n'ont pas vu le jour, puisque je suis allé sur ses côtes, et qu'il y aurait une vérification de ce qui était annoncé. Il a tenté, fut un temps, de vous parler de réincarnation également. Tout ça, c'est new-ageiste. Il a 2 doigts de vous dire peut-être dans le spiritisme, qui sait. Vous voyez, ces personnes qui veulent communiquer avec la mort, au lieu d'être en direct avec la vie, qui vous font ni plus ni moins désespérer sur l'avenir, sans pouvoir bâtir, sans proposer moindre solution, sans vous donner un moindre espoir. Et là, je ne parle pas des vendeurs de bonne aventure. Mais eux, ce sont des vendeurs de mauvaise aventure. L'un et l'autre sont dans l'erreur. Donc à l'époque, il me disait « Qui es-tu » J'avais prouvé par A plus B, mais je m'y étais mal pris sur la forme, alors que le fond était présent, qu'ils vous mélangeaient des articles de blog avec la réalité des journaux médias. Et qu'ils avaient, à longueur de temps, lui et Maximus, dit les merdias, les journalopes, les vendus. Mais qu'en revanche,
chaque samedi ou vendredi, je ne sais pas quand est-ce qu'il fait ça, se retrouvaient à la fin 70% des articles de journaux. Et que là où il se trompait, à chaque fois, c'était ses articles de blog. Donc pourquoi c'était pas plutôt les blogs, c'est de la merde et compagnie, et les journaux sont assez efficaces en fait, ils ont des journalistes de terrain. En revanche, là on le comprend avec Noam Chomsky, là on l'analyse un peu plus sur la forme avec Bernays et bien d'autres, c'est-à-dire qu'il y a les tournures de phrases qui nous font une approche différente de cette réalité. Le fond du message n'est pas faux, c'est la forme qui est mauvaise, pour nous emmener dans une autre direction. Vous voyez, c'est ce qui s'appelle la stratégie, l'ingénierie sociale, le côté de vouloir influencer pour créer du consentement, comme le disait Noam Chomsky. Mais l'info n'est pas fausse, c'est là où c'est grave. Vous voyez, c'est qu'il faut à nous de nous la réapproprier par la présentation qu'on en fait. Et on le voit très bien actuellement, le traitement médiatique pour Trump, donc pour les élections américaines, pour ce qui se passe en Israël-Palestine, pour également ce qui se déroule en France et l'ambition de la grande Union européenne, et je peux vous citer plein d'exemples. Puis, je suis tombé sur Maximus, le Renaissant, qui à l'époque me faisait des éloges à chaque fois, « Oh, grand Féno, c'est bien ce que tu fais, ce serait bien qu'on fasse des contenus ensemble, et compagnie. » Je vous avais déjà mis quelques screens d'ailleurs à l'écran. Ce qui s'est déroulé, c'est que je me suis rendu compte à un moment que lui et Louis Divergent qui étaient là pour faire l'argent. Donc vous voyez, on sort de la morale. C'est-à-dire que là, ils ne font plus ça par ambition, il n'y aura plus de rapport entre vous et nous, d'argent, de ce que vous voulez, où on diffusera la vérité, rien que la vérité. Non, ça y est, on est rentré dans du show, dans du divertissement. Et pour ce faire, il faut assurer les numéros. C'est-à-dire que là, ça y est, c'est des engagements, des contrats qui ont été signés, si je puis dire. Donc, épisode 1, épisode 2, et puis on continue comme ça dans le temps. Et Maximus s'engage, lui, dans un processus d'une émission qui est basée sur la présentation des livres, la bibliothèque de Maximus. Puis arrive un moment où, en fait, on se rend compte que ce qu'il a dit dans l'un, il le dit dans l'autre, il le redit dans l'autre, et sur un livre, en réalité, il n'a peut-être lu que le préambule tout au plus. Voire, carrément, et c'est là où on se dit, ah ouais, il y en a qui sont hypnotisés. Il n'a même pas lu le 4e de couverture. Donc il vous parle d'un livre, il n'a même pas vu les sources, premièrement. Ça, c'est, on va dire, un sujet plus à détailler après. Mais surtout, il n'a même pas lu le contenu. Voyez-vous. Et donc, quand j'en suis venu à faire cette critique, c'est la panique totale. Il commence à se saisir, il est allé chez Rémi, je sais plus quoi, il commence à vous montrer ce qu'il y a dans son sac, il sort un ouvrage, 4 ouvrages, 5 ouvrages, pour faire le grand lecteur, et puis après en fait il vous explique que ça y est, ça en est fini pour lui, il ne peut plus faire des présentations parce qu'il est arrivé au bout de la bibliothèque. Bizarre, au même moment où il est démasqué, ça y est, il arrive au bout de la bibliothèque. Donc il est pris au piège, il explique à ses abonnés et à tous les gens qui le suivent, « Ah, je suis désolé, je peux plus vous en présenter, j'ai pas le temps de lire. » Et lui qui vous disait de vous arracher des écrans pour lire, n'a plus le temps de lire. Vous voyez encore une fois la moquerie qui en résulte. Avec des liens d'amitié Poncardassac qui sont en réalité là pour faire ni plus ni moins des liens d'intérêt, mais ça, il faudrait que je creuse plus en détail encore. Et bref, on continue comme ça, puis on voit qu'en fait, ils se détachent de la morale, c'est-à-dire qu'ils sont en train de vous tromper, sont dans un ordre de manipulation, et la morale, c'est ça aussi. Distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand tu commences à faire passer le faux pour vrai, déjà, c'est que tu n'es plus quelqu'un à suivre. Tu n'as plus le crédit qu'on pouvait t'accorder fut un temps. Et il en a été de même pour Alix Sator, mis à l'amende à de nombreuses reprises. Journaliste indépendant, soi-disant, condamné pour insulte, injure envers un journal. Et il a continué après dans ses divagations, que ce soit des menaces envers ma personne. Et surtout, comme Loup Divergent, à un moment, il a crié. Il s'est mis à être là, à être dans le tonnerre, à péter à tout va, à faire du bruit, puis à se pisser dessus ou non. C'est-à-dire qu'il en est venu à parler de sexualité à moitié. Il a dit « Personne à me dire de morale. Personne ne me dit ce que j'ai à faire. » Vous voyez, ces êtres-là, c'est en fait ni plus ni moins que le côté de la texture de mai 68. Il est interdit d'interdire. Vous voyez, on entend derrière ces gens du Cohn-Bendit, pas sur les enfants, mais on entend cette part-là de « il n'y aura pas de morale qui me sera imposée ». Vous voyez, les anti-ecclésiastiques d'une certaine époque
Ouais, non, ni Dieu, ni maître, ce genre de choses, eh bien, retentit dans ces personnes. Cette idée que ils se font par eux et qu'aucune autorité suprême n'a le pouvoir sur leur personne. Alors après, il y en a qui vont s'en remettre à une idéologie, voyez-vous, il existe un Dieu, mais on ne peut le définir. En tout cas, c'est pas du monothéisme. Il serait plutôt dans le polythéisme, où il y a un autre nom encore, mais il s'en égare grandement. Et puis, récemment, un radicalisé est arrivé, avec qui j'ai échangé, quand je dis récemment, ça va faire quoi, 1 an maintenant, peut-être 2 ans, qui passait, vous voyez, il consultait souvent mes contenus, et puis un jour, il n'a pas apprécié que je critique Salim Laibi. Et étrangement, et maintenant, il est en train de le critiquer. Vous voyez, c'est encore une fois un retournement de veste, de chapeau, parce que, étant blanc, je n'avais pas le droit de dire à Salim Laibi que c'était un imposteur, puisqu'il était avec Gérard Faury. Vous voyez, ça, c'était des propos apparemment racistes, xénophobes. Donc, la personne qui arrivait avec un pseudo en plus à connotation arabe, j'aurais dû faire le rapprochement arabe égale musulman égale la diminution d'aide aux minima sociaux. Ce qui n'a jamais été le cas sur ma chaîne et les directs le prouvent. En revanche, de ces critiques, je ne m'en suis point écarté, fermé. Je dis, allez, je vois que tu me jettes le gant, très bien, je le prends et combattons par les mots. Allons-y, chacun de nos arguments. Donc là, on en arrivait à débattre de différentes thématiques, mais surtout à aboutir à ce qu'est l'islam et ma critique de l'islam en 2024. Et en l'occurrence, mes propos légitimes contre les actes de pédocriminalité, et quand face à moi j'entends oui, mais c'est une autre époque, oui, mais les ménarches, oui, mais, je me dis ça y est, on est sorti de la morale, la personne, je ne pourrais pas la raisonner, et plus grave encore, parce que ce n'est pas mon rôle, voyez-vous, d'être le détenteur de la vérité absolue de ce qui doit s'imposer. En revanche, je pense que nous sommes tous dans le bon sens. Qu'un personnage de 40 ans, 50 ans ou 60 ans n'a pas à être avec une enfant de 9 ans, 10 ans, 12 ans ou 14 ans. On est d'accord. Et donc après, à partir de là, s'en est suivi tout un débat et où on voit bien, à nouveau, un écartement de la morale. Alors, les deux premiers sont rapidement placés sur la défensive, Louis Divergent et Maximus, en me déclarant que je suis trop jeune pour faire le moindre reproche, que je leur suis inférieur de par l'âge, de par les connaissances, les expériences, et donc qu'il n'y a aucune légitimité qui en ressort. Je vous ai prouvé le contraire, puisque nous étions sur la thématique, non pas de la vie personnelle et de ce que l'on ressent de la société, mais du traitement, médiatique ou non, analytique, de ce qu'est le nouvel ordre mondial. Je vous l'ai énuméré en plusieurs étapes et je pense en avoir fait un tour assez complet avec toutes les sources. Donc nous nous rejoignons sur différentes choses. Mais comprenez le fond, éprouvez de l'esprit. Et vous verrez que ces gens n'étaient pas du tout là et ne sont pas encore là pour un bien commun, si je puis dire. Ils sont des opportunistes, profiteurs. Et d'ailleurs, je fais une salutation à Gioclo, qui a dénoncé, pareil, là, je crois que c'est un Marocain, un truc comme ça, qui était en France, qui s'était mis dans la dénonciation des réseaux pédocriminels, qui avait certainement dû se rapprocher de Fatima et de bien d'autres d'ailleurs sur Paris, pour au final juste se donner une crédibilité. Vous voyez, ça n'a aucun intérêt. Donc pour le dernier point, que je n'ai aucune légitimité, je vous ai déjà fait un contenu pour faire le point sur mes compétences, le recul de différentes situations et compagnie. Nous arrivons au troisième personnage cité plus haut, qui est Alixator, que j'ai pu troller à certaines périodes, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Pareil, un personnage qui s'affiche avec une bibliothèque derrière lui, mais il n'a aucun conseil de lecture à faire, puisque ce n'est que de la décoration pour majorité, et c'est de la répétition, c'est-à-dire qu'à 30 ans, 40 ans ou 50 ans, les propos sont les mêmes. Quasiment 20 ans de présence active apparemment sur Internet, ce qu'il en ressort, c'est comme s'il avait fait un tête à queue, ou qu'il s'était pris la tête dans une queue, je sais pas, mais comme une boule de billard, vous voyez, ça va dans les bandes, ça ne met jamais dans le mille. Donc nous arrivons à ce troisième personnage qui n'arrivait pas à comprendre ce que j'exprimais. Donc il s'est mis à crier toute sa colère, à érupter, en disant que personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a lui imposé une morale. Et les noms d'oiseaux fusaient à tout va contre ceux qui disaient que nous avons quand même besoin de discerner ce bien du mal et que nous devons mettre d'un côté et en avant les actions positives de leur contraire.
qu'après je continue à expliquer ce qu'il en est, puis j'allais oublier, puisqu'on en est venu au plus radical, on était aux radicaux à l'Ixator, passer de la contradiction qui ne fonctionne pas, puisqu'il usait d'arguments non valables, sur plein de choses, hein, même quand il a parlé de l'autre là, comment il s'appelle? C'était l'affaire Ménel, je crois, un truc comme ça. Quelqu'un qui était déclaré AH alors qu'il n'était pas du tout handicapé et profitait d'autres aides. Bon, il a dit non, ça c'est un complot, ça n'existe pas. Au final, hop, il a botté en touche, il a vu que finalement c'était réel. Il s'est vautré sur plein de sujets. Il y avait une chaîne, hein, mis en stand-by, vous voyez, pour pas trop lui faire mal, parce que sinon c'était un cas psychiatrique, qui s'appelait À Réalité Ouch. À Réalité Ouch, ça a récupéré ses contenus, vous voyez, où il vient vous raconter sa vie, qu'il a fait une guerre en Yougoslavie, alors que c'est pas du tout vrai. En Bosnie-Herzégovine plutôt, mais ce n'est pas réel. Il vous dira également que lui tout seul a défoncé une équipe de, je sais plus, je crois que c'était 7 ou 10 personnes, Antifa. Ouais, il y a des moments de mythomanie qui l'entraînent malheureusement à un ridicule total face caméra. Et c'est même pas, il met un logo, il parle, non, c'est face caméra qui vous dit ça. Qu'il porte des tracteurs pour se faire les muscles, vous voyez. Lui, il va pas à la salle, lui, c'est pas de la gonflette, lui, il porte les tracteurs. C'est encore bien d'autres choses. À en rire aux éclats, vous vous doutez bien. Hein, le sourire de Joker quelque part. Donc, on voit qu'il tente d'aborder des thématiques de géopolitique en vous disant que le sionisme c'est terminé, qu'il ne faut plus en parler parce que ça relèverait de l'antisémitisme. Lui, qui quelques années auparavant était affiché avec un livre en vous criant au complot, comme quoi, non, jamais il n'y a eu de chambre à gaz, jamais au grand jamais. Ce que l'on enseigne aux gamins, là, eh bien, il en a fait un scandale. Il y a un livre qui était remis entre les mains de sa fille, eh bien, il s'est mobilisé carrément dans l'école pour en dire, mais qu'est-ce que cette propagande? Celle qui nous parle de l'antisémitisme, des massacres dans les camps. Lui qui, quelques années plus tard, vous dira, dire sioniste, c'est égal antisémite. Et il y a tellement de contradictions comme ça que l'on voit qu'il n'y a pas de colonne vertébrale. C'est quelqu'un qui, je pense, a voulu se prendre pour Soral, mais n'en a pas le niveau. Alors, peut-être que quand même MC Solar, il en vient à pleurer ses larmes, même s'il n'a pas la prose, même si, voyez-vous, il n'a pas la plume. Je continue et je vois que, arrivé à bout d'arguments non valables, il s'est ensuite conduit dans l'idée qu'un plus jeune, en l'occurrence pour ma personne, n'a rien à lui apprendre. Que la morale, c'est de la merde, et que personne n'a lui donné le moins de conseils. Et il a fini sa course dans quoi? Dans le décor, des insultes et des calomnies. Et pour cette dernière partie, il voulait me faire passer pour un homosexuel. Voyez-vous, il m'appelait le rouquin, par exemple. Je pense qu'il y a des problèmes quand même de vision, comme pour un autre. Mais j'ai remarqué, puisqu'on était dans la récurrence de ceux qui perdent la morale, qu'en fait, ils en perdent la tête. Dans un premier temps, ils se sont dit maîtres d'un sujet, donc ils pensent détenir une vérité et que celle-ci est immuable. Vous voyez, elle ne peut pas bouger. En tout cas, si jamais il devait y avoir un mouvement, ça serait peut-être de la part d'un ancien qui aurait des choses à leur apprendre. Alors que là, ils voient un jeune. Bah, pas comme les autres, vous voyez. Pas ceux qui dénoncent dans la société, là je parle pour Alixator, où on est dans la perversion, dans l'abrutissement généralisé, idiocratie s'installe. Non, au contraire. Ils voient un jeune, et Alixator plus particulièrement, qu'il connaît depuis de nombreuses années, ma personne, qu'il a, voyez-vous, été en hypocrisie avec moi parce que devant, face caméra, en public, c'était ouais, monte, t'es toujours bienvenu, tes arguments sont excellents. À en privé sur Discord, là où je ne passais jamais, sauf une fois où ça m'est arrivé, de voir que bah, il mettait mes contenus dans troll, minable. Et derrière, en fait, avec Daniel et d'autres, ça parlait sur mon dos. Voyez. Donc je m'en suis détaché. J'ai après dit, bon allez, tu sais quoi, tu veux m'attaquer en privé, faisons-le en public. Je lui ai dit, non, allez, on fait mieux. T'enlèves les vidéos où j'interviens et tu sais quoi, on parle plus entre nous. C'est-à-dire, je veux plus avoir de lien avec toi. Bon, il a pas voulu, il en a fait à sa tête. Pas de problème, pas de problème, tu veux jouer avec moi, ben, pas de souci. Alors j'ai commencé à montrer tous ses travers. Condamnation judiciaire et réelle, pas celles qui sont inventées de la tête de certains, comme quoi j'ai fait de la prison ou je ne sais quoi. Moi, j'ai les propos carrément, j'ai les articles de journaux qui prouvent. Pour ceux qui disent ça de ma personne, ils n'ont rien. Pour ceux qui y ajoutent, comme ça a été le cas d'Alixator après, parler d'homosexualité.
alors que c'était lui, voyez-vous, qui sortait de la morale, c'est-à-dire qui rentrait dans le mal, dans l'invention de propos, l'invention de situations. Vous voyez, pourtant c'est interdit par la Bible. Bon, eux, ils ne sont pas croyants, l'autre c'est interdit par son Coran, voyez-vous, je crois que c'est de dire des faux et utiliser des faux contre des personnes. Vous voyez, en fait, ça, ils vont le payer. Donc moi, c'est pas un problème. Encore une fois, c'est pour imager le sujet. D'accord, avant qu'on rentre dans le cœur de ce qu'il est vraiment. Là, on fait que le périmètre pour l'instant. Et comme je vous expliquais, la récurrence fait qu'ils voient un plus jeune, leur ego est frappé. Ils comprennent que quand je dis des choses, en fait, je ne les blablate pas. C'est-à-dire que je les ai avant tout sourcées, j'ai été les chercher, j'ai lu des livres, j'ai fait des recherches dans des magazines, il y a des investigations, si je puis dire, au travers des articles de journaux et compagnie. Donc ça peut après se relever leur argument être une éponge. En fait, non, ça relève plutôt, voyez-vous, d'un cheminement pour faire un bon exposé, pour être dans la compréhension d'un sujet abordé. Et non se voir, voyez-vous, comme une marionnette qui, tel des politiques, de gauche à droite, fait des mouvements, ou encore, tel un vieux soumis, ferait des hauts en bas en disant oui, 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 t'as raison à tout. Non, et c'est là que ça les a blessés, parce que l'un voulait dire qu'il n'avait jamais tort. Il s'en prenait en référence Soral, qui lui-même en réalité est un fornicateur, ayant peu compris le système et qui en vient lui-même à l'effriter, ni plus ni moins. Quand clairement tu es là à prôner que la femme est une sorte de morceau de chair et qu'elle est bête, voyez-vous qu'elle est inférieure à l'homme et bien d'autres choses encore, même s'il y a quelques constructions où je le rejoins, la globalité de son message, c'est ni plus ni moins que du mépris qui doit être apporté. Et on ne fera même pas ces divagations sur certaines communautés religieuses ou non. Après, libre à chacun de penser comme il veut, voyez. Mais on est sur la question de la morale. Et donc, lui, comme d'autres, une fois qu'ils sont arrivés à la fin d'arguments de je suis trop jeune, de je n'ai rien à leur apprendre, alors que du coup, je les renvoie non pas sur le cursus de vie personnelle, professionnelle, et par exemple, pour Alixator, ça fait plus de 10 ans qu'il prend le RSA en complément des dons qu'il force aux gens, voyez. L'autre, pareil, le loup divergent, c'est des dons qui sont forcés, vous voyez, ça ramène à l'émotionnel, aux croquettes, à l'animal, ou l'autre encore à ses enfants, faut les nourrir, faut acheter des cadeaux, faut payer les factures. Ça se déclare par exemple patriote. Pour l'un, et pour l'autre, ça se déclare défenseur, voyez-vous, résistant dans le système. Les deux sont complètement, voyez-vous, connectés. Ils ont quelque part coupé le cordon ombilical avec maman pour être sur les réseaux, en train d'absorber à pleine balle tout ce qu'ils leur envoyait, tel Matrix. Et on conclut à quoi ? Une fois que tu ne peux rien leur dire parce que tu es trop jeune, que tu les mets à l'amende parce qu'ils n'arrivent plus du coup à avoir des arguments factuels, rationnels, eh bien là ils te disent que ça y est, en fait c'est de la merde. Là c'est quoi que tu veux faire ? C'est de la morale ? Mais ils n'en ont pas à recevoir. Qui es-tu ? Quelle légitimité ? Et à la fin, quand tu restes toujours calme face à ceci et que tu es dans ta vraie colonne vertébrale droit, eh bien, ils finissent dans les insultes et les calomnies. D'accord ? Ils veulent faire la bagarre ou ils te menacent d'envoyer une équipe. Ça a été mon cas à plusieurs reprises. J'ai toujours dit je suis prêt à partir en martyr et en vrai martyr, donc c'est pas un problème. Peu importe la situation, peu importe qui. Je n'ai pas de faire ami-ami avec des inconnus. Et ça finit donc sur les inventions de fantasmes d'une homosexualité envers ma personne. Donc après j'ai continué, moi j'ai expliqué que il y a quelques années de ça, peut-être que la façon dont on m'insultait publiquement, j'aurais répondu, je serais monté, voyez-vous, dans les tours, j'aurais tenté d'entrer en contact avec eux. Là non, ça y est, c'est fini. Oui, je laisse couler. On appelle ça en fait la maturité. Alors c'est quand même drôle d'en voir certains 40 ans, 50 ans, qui n'assument pas d'ailleurs, voyez-vous, leur vieillesse. Ils se sentent mal physiquement déjà. Alors imaginez intérieurement, les pauvres. Donc où j'en viens avec tout ça ? Bien au cas le plus récent, l'isolé de la société, qui s'est essayé à me réfuter, mais qui a lâchement échoué. Alors il m'a inventé une islamophobie. Lui aussi voulait faire la bagarre, mais les intimidations contre ma personne ne fonctionnent pas. J'ai donc continué production, et voici maintenant qu'ils sont en train de sombrer, lui aussi, dans les mêmes travers, c'est-à-dire homosexualité, tout ce qu'il en est. Alors, je vous ai publié il y a quelques semaines un contenu sur la malhonnêteté, que vous pouvez retrouver sur Odyssée ou bien YouTube.
Et ça m'a donné l'envie de vous faire là l'émission sur la morale. Je vous dirai ce que j'en pense à titre personnel. Nous continuerons avec la présentation et enfin pour conclure, je vous offrirai une analyse de la société actuelle qui refuse le beau et le bon. Un système qui veut imposer le vice. Celui qui, voyez-vous, s'est préservé pour un mariage à 18 ans, 20 ans, 25 ans ou plus, est vu comme un pauvre puceau dans la société. Moqué. La femme qui en ferait de même serait vue comme quelqu'un qui, voyez-vous, n'est pas amusante. On dirait une bonne sœur. Comme si c'était une insulte. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça l'est perçu comme tel, parce qu'il y a cette pression sociale, ces mouvements de masse, quelque part, qui veulent clairement vous effacer de ce que vous êtes. Si pour vous, la préservation est importante, n'entrez donc pas en tentation vers le mal. Au contraire, vous êtes là, ni plus ni moins, teneur, détenteur de ce qui est beau. Mais la société n'apprécie pas ça. Celui qui tente d'aider son prochain à être meilleur est perçu comme un égaré qui a une trop haute opinion de lui-même. Et on m'a souvent fait ce reproche-là. Tu es arrogant, tu as une trop haute valeur de toi-même, tu devrais te rabaisser. Non, ce n'est pas parce que vous ne vous aimez pas, que vous n'avez pas appris à être dans une amélioration, que je devrais être dans le même schéma. Et donc dans une humiliation. Il n'y a aucune façon, voyez-vous, d'être bien en soi si vous vous portez toujours en défaut. Voir ces défauts, les comprendre, c'est important. Mais ça permet de diagnostic, normalement, d'accéder à la solution. Voyez-vous, de faire les pas vers le mieux. Donc, ce qui en réalité est à comprendre de ces situations, c'est qu'ils n'apprécient pas qu'on leur mette une partie du puzzle de qui ils sont. Voyez-vous, d'un miroir qui irait au-delà du seul reflet physique des caractéristiques extérieures, mais qui irait chercher en profondeur de ce qu'ils sont. Alors ils vont tenter de se voiler la face, de vivre par procuration, comme ça a été le cas pour certains qui vous disaient « Mais moi, à coup de rouleau de billets, je voulais acheter la voiture. Voyez les vergers derrière, c'est les miens. Voyez la maison, c'est la mienne. » Quand au final, tout ça n'était qu'éphémère, ça ne leur appartenait pas. Et rapidement, l'avenir, donc le passé maintenant, pour eux, il les a conduits à tout perdre. À voir que non, ils ne possédaient rien, que tu dois bâtir de tes mains pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir un minimum d'orgueil, et même là, attention, garde les pieds à terre. Que ce n'est pas parce que toi tu as un diplôme de ton côté, pour un autre, que ça fait de ta personne un génie qui a réussi sa vie et qui serait plus valable aux yeux de Dieu et aux yeux du système, ou aux yeux encore d'autrui, qu'un autre qui tâtonnerait par ses propres moyens. Ça ne veut pas dire que celui qui fait ses petites aventures est non plus au-dessus. Il n'y a pas un rapport de force comme ça. Il y a des différences qui existent, des personnalités, là où nous ne sommes pas dans le robotat, le travail forcé, et surtout, voyez-vous, dans le clonage, où les uns et les autres se ressemblent et sont de même lignée. Là est la force de l'humanité. De voir que, même avec des parcours différents, eh bien, on peut se poser sur un sujet, en comprendre différentes choses, voire se rejoindre aussi avec le bon sens. Et que de temps en temps, oui, le plus jeune doit rappeler l'ancien quand il s'égare. Mais qu'il doit aussi accepter d'être mis en question. Et ça fait mal. Vous voyez, l'ego un peu, l'orgueil, ben là, ça frappe. Donc l'autre qui fait tout pour s'instruire aujourd'hui, et ça peut être mon cas, il est moqué en disant de lui que c'est une éponge. Regardez ce bouffon, il ressort du Wikipédia. Regardez, en fait, ce qu'il nous dit là, c'est déjà dans un livre. Mais oui, mais je m'en cache pas. C'est ça votre problème. C'est que vous voulez trop rigoler sur la forme. Vous voyez, les réseaux sociaux, ils vous ont emmené justement dans la sortie de cette morale. Quand vous avez une histoire et qu'il y a la chute, vous rigolez comme des idiots, comme des zinzins. Vous êtes pris dans l'espace ou au contraire, vous revenez les pieds à terre et vous dites « Ah ouais, putain, j'ai pris une claque. » Ou carrément, ça je l'ai déjà vécu. Donc l'autre qui fait tout pour s'instruire est moqué, il est vu comme une éponge, celui qui absorberait, qui ne pourrait jamais rien en ressortir, qui n'aura jamais le niveau aussi, que s'il n'a pas été, voyez-vous, dans les écoles, dans un premier temps au lycée, puis après à l'université, jamais dans sa vie, par une carrière professionnelle ou par des formations alternatives, il pourra obtenir un niveau parallèle. Bref, tout est question d'éducation. Éducation qui ramène à quoi ? À la transmission. Pour sortir de la malhonnêteté. La morale.
Eh bien, étymologiquement, morale vient du latin philosophia, moralis. Traduction par Cicéron, du grec ta etika, c'est-à-dire les deux termes qui désignent ce qui a trait aux mœurs, au caractère, aux attitudes humaines en général et, en particulier, aux règles de conduite et à leur justification. On réserve parfois, mais sans qu'il y ait accord sur ce point, le terme latin à l'analyse des phénomènes moraux concrets, celui d'origine grecque, au problème du fondement de toute morale et à l'étude des concepts fondamentaux tels que bien et mal, obligation et devoir, etc. Et c'est là où on retrouve le rôle essentiel de nos ascendants et où l'on doit un jour ou l'autre épouser cette même, je ne peux pas dire profession, mais ce même destin, celui d'être parent et donc une transmission dans un héritage laissé à l'enfant. Et quel est le meilleur héritage qui puisse être légué, et je vous en ai déjà parlé avant même d'être sur le sujet de la morale, j'ai toujours dit, un parent, ce qu'il peut laisser à son enfant, ça sera jamais une maison. Ça c'est bien, mais voyez-vous, un jour ou l'autre, la nature le détruit, ou bien il le vend, il a un problème financier, ça c'est éphémère, ça n'a pas de sens. Euh, il peut lui laisser une voiture, tout ce que vous voulez, c'est bien, ça aide, ce sont des outils, c'est du matériel. Mais il y a mieux que ça. Il y a ce qui relève quelque part de l'esprit, ce qui a éprouvé, ce qui est un héritage ancestral de notre civilisation, la morale. Puisque, voyez-vous, il y en a certains qui ont vécu des drames, des aventures, des voyages assez compliqués, et qui en sont revenus après avec des explications du monde. Et souvent, quand on est jeune, eh bien, on entend, ouais, ne fais pas ça, par exemple. Évite les mauvaises fréquentations ou encore essaie de tenir droit et tu verras que en suivant les cours, tu seras instruit et de cette connaissance qui te mènera ou non à l'intelligence, tu pourras te réaliser, être dans une belle branche professionnelle. Euh, Voyez-vous, faire des bonnes actions dans la société et compagnie. Eh bien, il faut remarquer qu'aujourd'hui, quand on est jeune, on ne veut pas vraiment écouter les conseils, on veut les vivre de nous-mêmes. Et pourtant, une fois qu'on arrive à un certain âge, il y a bien des conversations qu'on a eues avec des connaissances de la famille et compagnie qui nous ramènent à une partie de morale. On n'a même pas eu besoin d'aller faire le crime pour savoir que c'est mauvais. On n'a pas eu besoin, par exemple, je ne sais pas, d'être dans des états de fornication en dehors du mariage pour savoir que ça ne sera pas durable et que ça n'apportera pas de bonheur. Il suffit seulement d'entendre les expériences des uns et des autres. Et puis je peux continuer comme ça, sur le pillage, sur le côté ou non d'asservir un peuple en esclavage et compagnie. Vous voyez, on n'a pas besoin de le vivre pour savoir que ça c'est condamnable, que ce n'est pas de l'ordre moral. Eh bien, c'est le rôle des parents. C'est le rôle également de l'enseignement, c'est-à-dire l'éducation qui nous ramène à ça. Étymologie, le mot philosophie dérive du grec ancien, donc qui est là, composé également, alors je vous avoue que je ne sais pas lire le grec, donc c'est aimer et la sagesse, le savoir, c'est-à-dire littéralement l'amour de la sagesse ou l'amour du savoir. Voilà ce que ça représente. On a au chapitre 2, le livre c'est... Ah, je sais plus, il faudrait que je retrouve. Donc versets 7 à 9. Alors le Seigneur Dieu... Ah bah c'est dans la Genèse. Chapitre 2, Genèse, versets 7 à 9. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol, il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de vie au milieu du jardin, c'est l'immortalité. Celui-ci n'est plus disponible sur terre. Le seul moyen d'accéder au paradis, à l'immortalité, au Père et donc à Dieu, c'est Jésus-Christ, puisqu'il est le chemin de vie et de vérité. D'accord ? Donc celui-ci, entre guillemets, est accessible autrement. En revanche, l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous renvoie donc au concept de la philosophie de la morale et est apparu logiquement dans le jardin d'Éden, donc depuis la Mésopotamie. Apparemment, ça serait depuis cet épicentre qui aurait eu les ondes de choc, on va dire, au travers des âges, et nous menant à construire la philosophie de l'éducation morale. La morale de notre temps est fixée dans ses lignes essentielles.
Au moment où nous naissons, les changements qu'elle subit au cours d'une existence individuelle, ceux par conséquent auxquels chacun de nous peut participer, sont infiniment restreints, car les grandes transformations morales supposent toujours beaucoup de temps. De plus, nous ne sommes qu'une des innombrables unités qui y collaborent. Notre rapport personnel n'est donc jamais qu'un facteur infime de la résultante complexe dans laquelle il disparaît anonyme. Ainsi, on ne peut pas ne pas reconnaître que si la règle morale est œuvre collective, nous la recevons beaucoup plus que nous ne la faisons. Notre attitude est beaucoup plus passive qu'active. Nous sommes agis plus que nous n'agissons. Or, cette passivité est en contradiction avec une tendance actuelle et qui devient tous les jours plus forte, de la conscience morale. En effet, un des axiomes, donc ce qui n'est plus à définir, fondamentaux de notre morale, on pourrait même dire l'axiome fondamental, c'est que la personne humaine est la chose sainte par excellence. C'est qu'elle a droit au respect. Donc, comme elle a droit au respect que les croyants de toutes les religions réservent à son Dieu, et c'est ce que nous exprimons nous-mêmes quand nous faisons de l'idée de l'humanité la fin et la raison d'être de la patrie. En vertu de ce principe, toute espèce d'empiètement sur notre fort antérieur nous apparaît comme immorale, puisque c'est une violence faite à notre autonomie personnelle. Je me renvoie aussi à l'anatomie avec on va dire le corps de santé qui veut forcer les injections, c'est ce que je veux dire. Donc qui enlève le consentement libre et éclairé. Tout le monde aujourd'hui reconnaît, au moins en théorie, que jamais, en aucun cas, une manière déterminée de penser ne doit nous être imposée obligatoirement, fût-ce au nom d'une autorité morale. Fin de citation. Alors, cet héritage, on doit en prendre soin, on doit le léguer comme un trésor, et quand nous l'acquérons, voyez-vous, on ne doit pas se faire des acteurs pour la modifier intégralement. On doit essayer d'être assez passif, si je puis dire. De la recevoir, en effet de la faire agir dans notre vie, mais de ne pas venir la modeler différemment. Et donc on en arrive à Morale individuelle et morale sociale de Charles Chabot en 1908, où on a M. Jacob place tout de suite la question morale sur son terrain actuel, relation du moral et du social. Il y reconnaît tout ce que la moralité doit à la socialité. Il résume la théorie qui veut trouver dans la société toutes les conditions suffisant à engendrer la moralité et qui fait du sujet moral lui-même l'œuvre de la société. Il rappelle que les vertus dites individuelles, courage, tempérance, sagesse, doivent à leur utilité sociale toute la valeur que les premiers hommes leur ont attribuée, et même, pour une part, le crédit que nous leur accordons. Mais tout ceci ne vaut que pour l'origine. Entendez l'origine chronologique de la moralité. Le principe en est autre. Les vertus individuelles prennent avec le temps une valeur propre, irréductible et qui s'affirme en un sentiment rationnel de dignité, de fierté supérieur au sentiment d'utilité sociale. Je cite. « Si la justice telle que nous la concevons se bornait à répondre aux besoins de stabilité et de force de la cité, il faut avouer qu'elle y répondrait souvent assez mal. L'esclavage a servi de fondement à des organisations sociales très vigoureuses. Le progrès de la pensée morale suscite des conceptions qui, loin d'être nécessitées par le maintien des sociétés existantes, visent plutôt à les détruire. » Fin de citation. Les types de sociétés supérieures sont non pas plus stables, mais plus justes. Donc, le progrès social se mesure au progrès moral. Et, je cite, « À un moment de l'évolution humaine, la relation primitive du moral et du social se modifie ou plutôt se retourne. Lorsqu'agrandit la conscience de l'individu, c'est elle qui soumet ou veut soumettre la cité à l'idéal. » Fin de citation. Cette réfutation du sociologisme à la mode est excellente et incomplète. On en arrive à un livre que j'ai depuis plusieurs années, qui est de André Comte-Sponville, un philosophe de notre époque, qui est le petit traité des grandes vertus. Je vous le présenterai peut-être un jour, à voir, avec plusieurs chapitres, et tous conduisent, puisque ce sont les vertus, à ce qui l'englobe, à ce qui les englobe même, devrais-je dire, la thématique englobée et les vertus également assemblées, sous l'amour. Et l'homme est fait à l'image de Dieu également par rapport à l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Même les chrétiens ont carrément le devoir également d'aimer les ennemis. Non pas de les suivre dans leur chemin égaré, non pas de les encourager à faire n'importe quoi et à ne pas rebrousser, voyez-vous, leur itinéraire pour revenir au bon, au vrai,
Mais il est dit de les aimer quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ont une part de dignité, ce sont des êtres vivants. Ils sont également comme nous, avec des organes, un cerveau, un esprit, etc. Donc nous ne pouvons mépriser la création de Dieu. Voilà à peu près ce qui est enseigné. Et on retrouve les vertus comme la politesse, qui se perd aujourd'hui, hein, ne serait-ce que le bonjour, au revoir, les personnes inconnues, les vous voyez, ça c'est une forme de politesse. Mais il y a également celle qui se fait dans les actes, voyez-vous, dans les remerciements, dans les formulations et bien d'autres choses. La fidélité importante en amitié comme en amour, comme en famille. Il ne faut pas tourner talon au moindre événement, au moindre problème. La prudence. Aujourd'hui, on nous dit souvent, voyez-vous, osez. Soyez dans l'extravagance, extraverti, toujours plus ouvert, toujours plus fou, toujours, voyez-vous, rayonnant dans un monde qui serait apparemment ténébreux. Alors, la prudence amène justement à être assez stratégique. Non pas aller vers les autres et à chaque fois anticiper à la phrase qui va être dite, à quand est-ce qu'on mettra fin à la discussion, tirer du bénéfice d'autrui à chaque fois. Non. La prudence, c'est une vertu parce que elle appelle à comprendre, voyez-vous, en fait, elle s'en remet à la raison, à la conscience, de voir que l'environnement, il n'est pas tout beau, tout rose. Donc, il faut être prudent dans ses agissements. Si tu dois avoir une amitié, ne la précipite pas. Prends ton temps de découvrir l'autre et qu'il ait le même intérêt pour toi. Dans l'amour, tout autant. Dans la famille, pareillement. Si tu commences à avoir un moment de colère ou encore, voyez-vous, ils te font chier, quoi. Les repas de famille ou ce genre de choses, ça, voilà, ça te gave, ça te passe par-dessus la tête parce que tu sais que ça va être les mêmes trucs. Prudence. Essaye de comprendre si tu t'en détaches totalement de ce qui pourrait arriver. Un isolement social, une perte de repères, plus vraiment quelqu'un à se confier voyez-vous, dans la confidence. Donc la confidence, c'est se confier à quelqu'un de confiance. Tout ça, ça disparaît. La tempérance. Voyez, même s'il est dit en tant que chrétien de ne pas être le tiède, mais de toujours être ou chaud ou froid, la tempérance, c'est de se mettre sur une thématique et de savoir où placer ses points chauds et où mettre, on va dire, un peu plus de froid. Voyez, mais, quoi qu'il en soit, la bascule est toujours plus d'un côté que de l'autre. Il n'y a pas de point d'équilibre, sinon, en effet, vous êtes tiède. Et ça, Dieu déteste. Et dans la vie d'ailleurs, je pense qu'on n'apprécie pas les gens qui sont là, vous leur parlez d'un sujet de politique, ou encore vous leur demandez s'ils veulent voyager et partir à une activité, ils vous disent « Ah, je sais pas, je sais pas ». Ces gens-là, ils sont, voyez-vous, lassants. Vous n'avez pas envie de rester avec. En fait, ils ne savent même pas se réaliser eux-mêmes. Tu leur demandes de faire un choix, ils vont hésiter pendant 10 ans parce qu'il leur manque d'une chose, d'une méthodologie pour placer des arguments. Vous voyez, il manque de cet aspect de la prise de décision. Donc le courage, malheureusement, il s'évanouit. La justice, ça je pense qu'elle nous anime tous. Quand on voit quelque chose ou quelqu'un qui est mal traité, on pense par exemple à un animal qui prendrait des coups alors que le pauvre il n'en mérite pas, eh bien on sentira un élément d'injustice et on voudra l'aider. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une sorte d'empathie, se mettre à la place du faible pour pouvoir l'aider. Vous voyez, la justice, c'est aussi être équitable, entendre la défense de celui qui est l'accusé. Et à ce moment-là, ça ramène à ces traitements juridiques, à ces jurés ou non dans les affaires plus importantes, et à ce que l'on doit décider. Et quelle peine, vous voyez, selon les actes qui ont été commis, selon les délits, les crimes et compagnie. Donc, ça renvoie à un sujet que je vais aborder en 2025. Là, il me faudra du temps pour essayer de voir comment se sont structurées les formes juridiques, les lois, les droits et compagnie. Oui, je vais essayer de m'intéresser, en tout cas de me pencher sur ce sujet, parce que voilà, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Exemple, pendant le Covid, je pense que lorsqu'on a vu que en dehors de nous-mêmes, des hommes se soumettaient, des hommes et des femmes, hein, se soumettaient à une sorte de dictature de la pensée et passaient au bistouri, même si ce n'est pas des grandes opérations en soi, voyez-vous, c'est un produit qui est mis dans le corps, mais on avait mal pour eux. On comprenait que même si pour eux, oui, j'y vais de mon plein gré parce que la société le demande, sinon je ne peux plus aller au resto ou autre, on sentait en nous, voyez-vous, un manque de justice. C'est également parmi les vertus la générosité.
Ne pas être le radin, le rat. Vous voyez, moi, souvent, ce que je fais dans ma vie personnelle, mais j'aime bien économiser. Je fais attention à mes dépenses. Je vais regarder certains produits au kilo, au litre, parce que mes parents m'ont enseigné ça et m'ont mis les bonnes formes. Même s'il y en a, ça les faisait rigoler. Quand je leur disais que déjà, à 12 13 ans, ouais, dans les magasins, bah, comme j'ai pas été, voyez-vous, sur la route de l'or, eh bien, on m'a fait comprendre, regarde, ne serait-ce que des fois les mêmes produits, celui qui va être en tête de gondole, placé en réduction soi-disant, regarde le prix au kilo et retourne dans le rayon où situe l'autre produit censé être à plein tarif et tu verras que des fois il est moins cher que dans le lot qui a été formé. Vous voyez, donc c'est analyser sa dépense pour une gestion du budget. Et quand tu gères ton budget, eh bien tu es moins attaché à l'argent. C'est étrange à dire, mais par exemple, quelqu'un qui va beaucoup dépenser sans vraiment compter, il sera plus attaché à l'argent qu'un autre, bon, pas celui qui est tombé dans la forme de radinerie et qui est dans l'extrême, mais que l'autre qui va gérer. Vous voyez, qui va regarder les promotions, va faire attention au prix, etc. Parce qu'en fait, il aura, on va dire, un capital pour se faire plaisir et répondre à ses besoins premiers, et en même temps, quand il voit quelqu'un en détresse, il n'hésite pas à lui lâcher une pièce, à lui demander s'il veut quelque chose au magasin, ou même à aider d'autres amis encore qui peuvent être dans des galères plus importantes. Ne serait-ce que déjà de les convier à manger un vrai repas, voyez-vous, pas un fast-food ou de la merde. Un vrai repas avec de la viande, voilà, du boucher ou autre. En tout cas, être généreux sous différentes formes. Les amis, la famille, les inconnus également. Donc la compassion se rattache un peu à ce qu'on a pu citer aussi. La compassion, c'est se mettre à la place de l'autre. Vous voyez, c'est compatir au malheur de certains, que ce soit ceux qui sont touchés par une maladie, donc tu tentes de les faire rire, de les accompagner différemment, de leur mettre, on va dire, un autre regard de la vie. La compassion, elle peut aussi être sur celui qui a des difficultés. La compassion, elle peut aussi se réaliser en étant piquant. Quelqu'un qui commencera à dire n'importe quoi ou autre, dans une forme de compassion, quelque part, vous allez lui mettre une baffe. Seulement, il va pas apprécier, hein, il va vous faire la gueule, ça va insulter ou ce que vous voulez. Mais en fait, peut-être un mois, 6 mois ou des années après, il va voir. Là, il se dira, putain, ça m'a fait du bien. Déjà, je me suis remis à l'exercice physique, je me suis carrément regardé dans le miroir, mais pas comme tous les jours pour me raser ou pour, voilà, on va dire, m'appliquer une crème ou ce genre de truc, mais carrément pour regarder qui je suis devenu. Voir au fond de mes yeux ce qui rayonne encore, entre guillemets, mon être intérieur. Donc c'est une forme également de compassion. Après, on a la miséricorde. Pareil, la miséricorde, là, c'est vraiment la main sur le cœur, si je puis dire. La gratitude aussi, savoir rendre à ceux qui nous ont permis de progresser bah, leur tribu, si je puis dire. Voyez-vous, ce qu'il aurait, comme on dit, rendez à César ce qui est à César, mais là, en soi, ce n'est pas négatif. On serait plutôt sur l'autre formule, la deuxième qui vient dans le second temps, rendez à Dieu ce qui est de Dieu. Vous voyez, cette gratitude, remercier, et ça nous ramène à l'humilité également, parce que la gratitude, le fait de savoir à qui on doit quoi, comment on a été aidé, parce que souvent on en entend certains où ils font des posts, eh, je me suis fait seul moi, j'ai eu besoin de personne, seul. Arrête un peu. Même dans les galères, quand des fois tu as des sommes que tu dois ou des trucs comme ça, tu sais que c'est toi qui vas aller la chercher. Pareil, tu as quelqu'un, je sais pas, qui a besoin d'être assisté parce qu'il a perdu quelqu'un de sa famille ou parce qu'il a divorcé ou ce genre de choses. Vous voyez, oui, en effet, vous allez les aider ou ça peut être votre cas aussi. Mais vous ne vous en sortez jamais tout seul. C'est ça qu'il est important de comprendre. C'est la relation autrui. C'est ces rencontres avec les autres qui vous permettent de vous réaliser. Donc, soyez dans la gratitude et de facto, vous vous renverrez à ce 11e chapitre de l'autre vertu, l'humilité. Vous aurez les pieds à terre. Vous arrêterez comme ça d'avoir un ego surdimensionné, de moi, je... Attends, tais-toi, t'as tort. Non, mais tu sais, là, j'ai toujours raison. Ça sera fini. Oui, ça sera l'humilité. C'est-à-dire que vous ne serez pas effacé. Hein. Votre personnalité, elle sera là. Lorsque vous devez avoir une grande gueule sur un sujet, vous n'hésiterez pas à le faire. Hein. Ce que je réalise. Hein. Là, ce que je vous partage, c'est exactement ce que je produis. Il y a des gens face à qui je peux être une grande gueule. Par contre, quand j'observe, et là, j'analyse qu'il y a
une maîtrise supérieure à ce que je peux avoir, je me tais. J'écoute. Vous voyez? Mais quand je perçois malhonnêteté, manipulation et compagnie, mais bien évidemment que euh, l'humilité se lève. L'humilité, c'est aussi apprécier donc, tout ce qu'il y a dans la nature, rendre gloire à Dieu, qui renvoie d'ailleurs à la simplicité. Vous voyez comme quoi elles se rejoignent, mine de rien, ces vertus. La simplicité. Pourquoi vouloir toujours plus de luxure? Hein? T'as un téléphone, mais le dernier est sorti, t'es en tentation de déjà vouloir le préférer à ce que t'avais alors que tu étais comblé jusque-là. Mais le marketing a créé un besoin. Tu dois changer. Ça se martèle dans ta tête. La simplicité, c'est se dire, je fais avec mes moyens, et peut-être qu'un jour j'arriverai à un stade supérieur et je pourrai me débarrasser de ce qui était ancien, de premier prix ou de qualité intermédiaire, pour être dans ce qui est plus luxueux, dans, on va dire, de meilleur matériel, de vêtements, voyez-vous, plus classe et compagnie. Mais pour ceci, il faut laisser le temps au temps. Et donc, ça nous conduit à la suite, à la tolérance. Être tolérant avec soi, savoir s'apprécier comme on est, au jour où on est. D'accord? On est dans l'être et le non-être, c'est-à-dire que nous sommes pour l'instant figés en ce temps X maintenant et en devenir, puisque par la suite on va quand même changer certaines de nos perceptions du monde, notre niveau social ou non, notre connaissance également de l'univers et de tout ce qui l'englobe d'ailleurs. La tolérance, ça va aussi pour autrui. Comprendre qu'on n'a pas raison sur tout. Donc on doit de temps en temps faire profil bas. Et que même s'il y a des thématiques que l'on vient à traiter avec brio, eh bien ceux qui débutent là, il faut les encourager également. Il ne faut pas leur dire non, mais ça y est, ton sujet, je le connais depuis 10 ans, ferme ta gueule. Non, laisse-le. Lui, pour l'instant, c'est à son rythme. Il avance. Ce que tu es en train de faire avec cette personne, elle pourrait tout autant te le renvoyer si tu étais, je ne sais pas, en train de parler de vin ou à t'intéresser à la géographie ou encore te pencher sur les broderies ou sur d'autres choses, d'autres sujets. Et enfin, on arrive à tout ce qui ramène à l'amour après, à la pureté. Et essayer d'enlever comme ça, vous voyez, c'est comme le fer qu'on veut forger. Chut, allez, on enlève toutes les impuretés là, sinon on peut pas travailler le matériel. On peut pas être là sur les matériaux, voyez-vous, à faire correctement les choses. Eh bien, la pureté, c'est aussi dans la relation. Vous voyez, enlever ce qui est superflu. La pureté, c'est en fait ni plus ni moins qu'une dimension de taillage. Tout ce qui s'est allié par-dessus, tout ce qui s'est juxtaposé, il faut en faire un bon débarras. Vous voyez, c'est comme une maison, quelqu'un qui accumule des tas de choses inutiles, vient un moment, c'est rempli. Son esprit, c'est pareil. S'il commence à avoir plein de flux d'informations et il se laisse dépasser, il n'ira pas bien. Vous voyez, ça va s'en mêler, ça va broyer du noir. Donc il y a besoin d'un retour à la pureté. Faire place nette. Et faire place nette, c'est laisser d'un coup, voyez-vous, un retour au jaillissement de ses émotions et de ses sens. Ce sur quoi on s'était détaché, entre autres la douceur. Vous voyez, la douceur du monde. Comme dans nos premiers jours quand on appréhendait le monde. On n'était pas là à voir des guerriers, à observer ou anticiper des dangers. Non, on en revenait aussi à une forme de douceur. Nos sens, qui conduisent à la bonne foi. La bonne foi, c'est faire les œuvres avec passion, mais également, voyez-vous, enlever ces masques, ce faux, ce superflu, tout ce que j'ai cité avant. C'est la possibilité. Après, au chapitre 17, là, c'est vraiment des notions, on va dire, un peu plus complexes. Enfin, surtout sur celle-ci, c'est l'humour, voyez-vous. Il faut arriver à être dans un sérieux et en même temps à faire preuve d'humour, une autodérision aussi. Savoir qu'on peut se moquer de soi-même, rigoler. Ne pas être là, voyez-vous, telle une statue rigide qui ne bouge pas et qui ne pouffe jamais de rire. Donc c'est voilà. L'humour après c'est ça dépend de chacun. Vous voyez, il y en a qui vont rigoler sur l'humour noir, d'autres sur des blagues racistes ou non. Pour d'autres ça va être bien plus raffiné. Chacun a son cru. Vous voyez, chacun prend comme le vin entre guillemets. Il y en a qui préfèrent le rouge, d'autres le blanc, et toutes les variétés qui existent au travers de ces vins. Chacun, on va dire, a son palais différent. Eh bien, le palais qu'il a
pour avoir le côté gustatif, il a aussi cérébralement un autre palais, lui, qui peut abriter des formes d'humour. Et en tout cas, tout conduit, une fois qu'on arrive à bien gérer les émotions et ses projets, sa compréhension de qui nous sommes et ce vers quoi on veut aller, voyez-vous, eh bien on établit l'amour. Et l'amour, il ne se met pas uniquement que sur plan, voyez-vous, avec des désirs. Il y a le désir et puis il y a autre chose, l'amour qui est présent. Mais malheureusement, la société d'aujourd'hui nous met dans le conformisme, l'alter ego, la création d'un autre personnage. Ce n'est plus nous, vous voyez, on doit être dans le paraître, s'adapter dans le groupe. Mais le groupe lui-même s'adapte. C'est en fait l'expérience de Solomon Asch, il me semble, avec les bâtons. Et il y en avait une autre expérience aussi, je ne sais plus si c'était Solomon Asch, voyez-vous, avec la salle d'attente. Et à chaque bip, avec une lumière qui apparaît, donc voyez-vous, normalement pour dire qu'il y a un patient qui doit être pris, et bien dans la salle, au début, on va dire, imaginons, il y en a sur 7, 6 qui font partie de l'expérience. C'est-à-dire que c'est des scientifiques, ils savent très bien qu'au bip et la lumière, ils vont se lever. Et ils vont entraîner une forme de mimétisme, donc de reproduction du comportement. Eh bien, la personne qui est arrivée dans la salle, elle ne comprend pas, et au bout du deuxième bip, elle va faire comme les autres. Puis il y en a un qui sort, voyez-vous. Mais celui qui sort, c'est un des scientifiques, qui fait partie du projet. Et ils en mettent un nouveau, qui lui n'est pas au courant, comme l'un sur 7 déjà. Donc on se retrouve avec 2 personnes dans la salle sur 7 qui ne comprennent pas pourquoi ils se lèvent à la lumière. Et vient un moment, je ne vais pas vous les faire un à un, et bien les 7 qui sont dans la pièce se sont renouvelés. Mais là, il n'y a plus un seul scientifique. Eux, les scientifiques, ils savaient pourquoi ils se levaient. C'était pour l'expérience, pour voir si les gens seraient stupides ou non, ou en tout cas, comment ils se comporteraient au vu voyez-vous, de choses qui n'ont aucun sens. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, quand les scientifiques sortent, ceux qui ne sont pas au courant entrés reproduisent tous. Mais personne ne sait pourquoi ils se lèvent à la lumière, ils n'auront que reproduit ce qui a précédé. Eh bien, c'est le conformisme. Et aujourd'hui, la société du spectacle conduit à ça. C'est-à-dire que il faut absolument être dans la matrice pour être dans la sociabilité. Que ce soit en musique, que ce soit en cinéma, que ce soit en théâtre, que ce soit en art et compagnie. Et il y a une création de matrice qui a fait que après il y a des groupes de conformisme qui se sont installés. C'est assez compliqué à expliquer, mais je reviendrai sur ce sujet. On a eu sur un site, alors que je relis ça, question d'origine, quel conseil de vie avez-vous à donner à un jeune de 18 ans? Sweet Anne a mis, il est temps donc en 1 de gérer ta propre vie sans compter sur tes parents. Là où je ne suis pas totalement d'accord avec sa phrase mieux vaut être seul qu'entouré d'amis toxiques, ça sur ça on est en accord. Tu es encore jeune pour t'amuser, néanmoins sois prudent à propos des mauvaises fréquentations. Là, à la visée dans le mille, ne sois pas pressé et lis des livres, sois instruit, vis le moment étant toi-même. Et c'est vrai que, vivre le moment étant soi-même, ça dépend des âges. En général, c'est encore faisable aujourd'hui. Ne sois pas pressé, ça a beaucoup moins. La société, elle veut absolument, c'est comme les infos, que l'on soit pulsé à tout va. Donc que les rapports sexuels soient rapides, entre guillemets, faits précocement, que les consommations d'alcool pareillement, bien d'autres choses. Vous voyez, consommation de drogue, avant ce qui était fait, je sais pas, à l'âge de 15 ans, 17 ans, on se retrouve aujourd'hui effectué à 10-12 ans. Ça devient grave. Le côté de lire des livres, eh ben moi j'en ai été dégoûté par l'école. Parce que on nous mettait certains classiques, entre guillemets, mais il n'y avait pas un bon suivi, vous voyez, pour accompagner dans la démarche de la lecture. Et quand t'es pas habitué, t'accroches pas. Tu peux relire des fois la même phrase ou la même page, devrais-je dire. Plusieurs fois, tu comprends de quoi il est question, mais tu vois pas où ça t'emmène. Ouais, en tout cas, c'était mon cas. Moi, ça me saoulait, quoi. Et je pouvais revenir sur un livre et comme je faisais pas les annotations, j'oubliais. J'avais pas forcément une mémoire visuelle. Donc au final, je trouvais aucun intérêt. Je pense que le livre où j'avais passé le plus de temps jeune à lire, c'était l'Odyssée. L'Odyssée, ouais, ça c'était au primaire. Et après, sinon, il y a eu quoi? Il y a eu Belle Amie. euh, et il y en a eu peut-être deux, trois comme ça, oui, pareil, après les contes de La Fontaine, ce genre de trucs. Et puis je suis arrivé,
à un moment où j'ai développé mon propre intérêt pour la lecture. 1984 d'Orwell, La ferme des animaux d'Orwell, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, Retour au meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et ça, et d'un coup, j'ai commencé à croquer les livres. À partir, on va dire, de ces références, je me suis plongé après dans notamment ce qui était du transhumanisme. Donc j'ai commencé à aborder la thématique sur la chaîne, je vous en ai fait des vidéos, et j'ai continué à dévorer ceci. Je me suis après basculé sur ce qui était du terme médical, sur, voyez-vous, les cartels pharmaceutiques et compagnie. Et puis, c'est quand même intervenu tardivement, hein. Je pense que je devais avoir ouais, 17 ans, un truc comme ça, 18 ans, où vraiment j'ai déclenché un intérêt pour la lecture, en tout cas. Ouais, 17 ans, je pense. Parce que c'était quand? C'était en 2018-2019 déjà, donc je devais avoir quoi? Je devais avoir 20 ans quand j'ai présenté les livres, sachant que je les avais déjà en bibliothèque, déjà annotés et tout, ouais, donc je devais avoir ouais, peut-être 17 ans, 18 ans, au moment où je me suis mis vraiment à lire. Et là, d'un coup, ben, j'ai fait mon schmilblick, si on peut dire. Et aujourd'hui, je suis quasiment à peut-être ouais, 250, 300 livres de lus. Donc en l'espace, là j'ai 26, bientôt 27. Voyez-vous, donc on part sur 27, puisque ça sera en janvier, là, donc à un mois et demi près, voilà, ça le fait. Eh bien, en l'espace de 9 ans, j'ai comme rattrapé tout un retard. Et en plus de lire certains livres, je les présente en vidéo. Donc quelque part, je les lis, on va dire, 2 à 3 fois, pour certains passages en tout cas. Parce que je le lis, je la note, je fais le montage, et puis après, je vous le relis en direct, en tout cas ce qui m'a marqué le plus du livre. Et c'est comme ça que j'en suis aussi venu à faire, avant 2020, donc entre 2018 et 2020, l'assemblage de nombreux ouvrages que je détenais, dont Blanche Trèbe, dont donc Bébé sur mesure, et bien d'autres livres encore que je vous ai présentés, dont un sur ce qui se passait dans le bloc 10 de Auschwitz, avec l'établissement qui voulait faire des chimères et ce genre de choses. Bref, vous comprenez, les livres, c'est très important. Après, il y a de la lecture où il faut quand même faire attention. Moi, vous voyez, il y avait un gitan avec qui j'étais pendant un certain moment, et il me disait, ah, mais ça te bouffe le cerveau, en fait. Tu vois, ce qui se situe dedans, tu vas me le ressortir, tu l'as compris, mais tu aurais pu l'aborder différemment. Moi, j'essaie de leur faire comprendre qu'en fait, si il y a un exposé qui est très bien fait, pourquoi tu veux te l'approprier en modifiant les tournures de phrases? Non, ça n'a pas de sens. Laisse le travail comme il est. Par contre, rends-le, on va dire, vous voyez, sans imposture. Il y en a beaucoup aujourd'hui, ils veulent s'approprier le travail ou non, et au final, il en ressort énormément de coquilles dans le résultat final. Des erreurs, des choses qui ont été glissées, qui n'ont aucun sens. Vous voyez, à l'époque, ils n'hésitaient pas à dire, bah tiens, ça vient de Marx, ça vient de Proudhon, ah, ça c'est saint Thomas d'Aquin, ah, ça c'est lui. Ils les recitaient sans problème. Même des fois, ils reprenaient leurs idées à leur compte, mais en tout cas, ils les énuméraient quand même, c'est pour vous dire. Donc bref, on arrive dans cette génération, American Pie et tout le reste, vous voyez, ce cinéma comme Projet X, qui, moi, à l'époque, m'avait marqué parce que dans ma classe, donc Projet X, je crois que j'étais en troisième, il me semble, quatrième ou troisième, je sais plus, et il y avait une fille, une intellectuelle de la classe, hein, vraiment première de la classe, très bon niveau. euh, Tu voyais que c'était, ouais, les parents, ils étaient derrière, et elle était quand même sage. Et un jour, ouais, je crois que c'était vers la fin d'année, ils nous ont fait regarder Projet X, avec le prof d'espagnol, je crois que c'était, qui était hyper gentil. Et là, d'un coup, celle qui était la plus sage de la classe, c'était la première à parler de prendre des tases, de prendre de l'ecstasy. Quand nous, à cette époque-là, on était encore première soirée où c'est uniquement quelques bières avec, allez, tu vois, un peu de Ricard ou ce genre de conneries, quoi, ce qui traîne dans les placards, mais pas d'immenses soirées. Et la plus sage de la classe était déjà dans un phénomène, en gros, de se beurrer et de prendre des produits chimiques. En fait, il y a eu plein de séries comme ça après qui sont arrivées, même Desperate Housewives, ce genre de choses, pour dire One Life. Et maintenant, c'est répandu, hein. Aujourd'hui, vous entendez les jeunes, ouais, c'est One Life. Ils ont qu'une vie, quoi. Expression utilisée pour justifier un acte de folie par l'excuse d'avoir une vie. Donc, bah, ça va se faire une soirée où ça va s'en mettre plein le nez, bah, One Life. Il n'y a qu'une vie, de toute façon, on verra bien ce qui adviendra. Ça fait une soirée où, du coup, ça va se faire des plans à 4, à 5, à 6, en fait, des partouzes,
One life. En fait, aujourd'hui, on va dire, c'est plus comme de ma génération où il y avait quand même des limites, des choses, voilà, où il fallait pas les franchir. Moi, de mon époque, on va dire, les femmes étaient plus dévêtues, je pense. Hein, souvent, époque, ouais, dans les années 2010, c'était tout ce qui est string apparent, ce genre de choses. Je crois aujourd'hui, ça a peut-être disparu, je sais pas exactement. Il faudrait demander aux jeunes. Mais euh, en revanche, nous, il y avait vraiment le côté quand même pudique. Pudique, pas dans le sens de s'habiller, mais voyez, dans le sens des relations. Ça s'affichait pas comme ça. Eux, aujourd'hui, ils sont là sur les réseaux sociaux, ils se filment, ils font des trucs de sextape, ils font je sais pas quoi. Et là, je parle même de ceux qui ont 18, 20 ans, 25 ans. Vous voyez, je sais pas forcément ce qu'ils font, entre guillemets. On va dire qu'on a des infos dans les journaux, dans ce genre de trucs. Je vais vous partager après un TEDx où il est question de ce qui se passe en Amérique. Et en fait, ça représente exactement ce qu'il y avait dans les American Pie et dans ce genre de trucs. Les délires où t'as les fractions, ce genre de trucs. Donc là, flanquer la pression aux ados mâles pour qu'ils couchent dans les temps ne fait que les pousser à la culpabilité, aux tentatives désespérées, ne fait que compromettre leur première expérience, une case à cocher aussi rapidement que possible pour devenir un vrai mec, plutôt qu'une partie de plaisir, un apprentissage ou une découverte de l'amour charnel. Donc là, c'est vrai que il y a cette pression, et surtout, il y a beaucoup de mythomanes, vous voyez, qui vont vous dire, ouais, j'ai couché, mais en se mettant dans le mytho, bah, dès qu'ils ont 15 ans, ou moins même, puis en fait, ils vont vouloir forniquer. Juste comme ça, pour paraître aux yeux de leurs potes, ça, ils l'ont fait. Et ça va être les premiers, et souvent c'est les plus mythomanes en plus, qui sont à se moquer des autres en disant ouais, toi t'as jamais fait, ouais, toi t'es un puceau, ouais, toi t'es ci, t'es ça, t'es trop timide. Vous voyez. Alors qu'en fait, ils savent pas se tenir. Déjà, premièrement, ils sont dans un mensonge, et deuxièmement, ils vont le faire, et il y en a beaucoup, leur première fois, ils ont été dégoûtés, parce qu'en fait, il n'y avait pas la passion, vous voyez, il n'y avait pas le, comment je pourrais dire ça, la vraie attirance. Vous voyez, c'était que une obsession passagère, une pulsion passagère, si je puis dire. Vous voyez, ils voient des belles formes, ça y est, ils veulent taper dans le fond. Et c'est leur expérience, mais ça, c'est vide de sens. Vous voyez, il y a l'amour et il y a la sexualité, entre guillemets. La sexualité sans amour ne conduit qu'à la ruine, en fait, ne conduit qu'à une expérience passagère qui n'a pas les mêmes sens, qui n'éveille pas en vous les mêmes choses que la sexualité quand elle est liée à l'amour. Parce que psychiquement, voyez-vous, dans le cerveau, déjà, c'est pas la même chose. La dopamine qui en ressort et bien d'autres éléments encore ne sont pas pareils au même stade. Les sensations, les sens, le toucher, l'odeur et bien d'autres choses encore, c'est pas pareil. Il y a un qui est en forme bestiale un peu, vous voyez, il veut faire son truc rapidement, ou en tout cas il veut passer et conclure, et il y a l'autre où il y a déjà eu, on va dire, euh, une sorte de drague, vous voyez, créer le besoin chez l'autre aussi, la découverte. Euh, Ça va au-delà en fait. C'est pas celui qui est à table et oh putain, allez, il faut faire vite, entre guillemets, il faut que j'arrive à mieux la baratiner pour aller au pieu, comme le disait Soral. Non, 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 non. L'amour, c'est vertueux. Donc ça se vit carrément différemment. Même sans parler du passage à l'acte. Vous voyez, juste déjà, parce que le passage à l'acte, normalement, il est censé se faire après les fiançailles, quand on arrive au mariage. Le mariage conclut par justement l'acte sexuel. Donc ça veut dire que précédemment, vous avez pu par contre dormir ensemble. Rien que déjà, c'est même pas des préliminaires, mais rien que déjà euh, corps à corps, même si on va dire la température est montée, vous voyez, vous avez envie de passer à la suite, mais vous vous limitez, rien que ce moment-là déjà, ben, des fois il est bien plus appréciable que d'autres qui ont été couchés immédiatement. Pourtant, eux, ils ont carrément fait l'acte, ils ont carrément, voyez-vous, bref, je ne vais pas vous faire un dessin. Et ils ont passé un moins bon moment que de vrais amoureux, on va dire, qui ont été ensemble. Et qui, par contre, en mouraient d'envie de passer à l'action. Vous voyez la différence, le sens des choses. Eh bien, retournage de veste total et assumé, vous pouvez maintenant rester vierge, toute votre expérience, et être une personne à part entière, au-dessus de tout soupçon. Puceau n'est pas une insulte, et je ne recommencerai pas. Donc là, c'est une personne qui commentait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est aussi enseigné de ne pas être frustré. On en a certains, des prêtres, qui se sont imposés, et dans d'autres religions peut-être, de n'avoir aucun acte, voyez-vous, de ne faire aucune pratique de la sorte.
Mais en fait, ils sont frustrés. Chaque jour, ils vivent mal. Oui, ils sont pas bien dans leur chair. Et donc, il y en a qui sont devenus fous dans leur tête. Au point où ils sont intéressés à des choses qui ne devraient même pas, normalement, leur attirer l'œil, et en tout cas, ce regard-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés. Donc, il faut pas se dire, ouais, je suis dans une vertu. Non, c'est pas une posture. C'est tu dois faire du mieux que tu peux. Maintenant, si t'es avec une femme, t'es tenté, vous avez fait l'acte, tant pis, repentance il y aura. Vous voyez, c'est pas le péché condamnable où c'est fini pour vous. Donc, il y a bien la différenciation, voyez-vous, de l'amour, du flirt. Le côté des fiançailles, c'est les promesses solennelles de mariage, c'est un temps de découverte, c'est des échanges entre futurs époux et qui se concrétisent. Donc, être curieux de l'autre pour mieux le rencontrer et se rencontrer soi-même. Sauf que l'Amérique de la démesure, elle, n'en entend pas, voyez-vous, les mêmes intonations, les mêmes définitions. Voilà qu'en Amérique, il y a plan cul, la folle dérive du sexe sans attache. C'est-à-dire que c'est la conquête de celle qui en aura le plus et inversement du jeune qui aura je ne sais combien de femmes à son actif. C'est le jeu le moins dégoûtant qui est très courant chez les jeunes. Alors, le moins dégoûtant, je ne sais pas. Ça s'appelle les rainbow parties. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, les filles, elles maquillent leur bouche de cette manière, donc là, elles montrent, hein, en superposant différentes couleurs. Et ensuite, elles font glisser leur bouche sur le pénis du mec, laissant des arcs-en-ciel dessus. Et si elles ne le font pas, elles doivent boire 2 ou 3 shots. Vous vous doutez bien qu'avec les premiers verres qui sont enquillés, la pression du groupe, rapidement, ils tombent dans des sortes d'orgies. Où ça commence d'abord par des pipes et ça finit par ce que vous savez. En fait, les soirées à l'américaine, American Pie et tout ce qu'il en est, c'est justement l'excès. Il ne s'agit plus de se chauffer et d'apprécier quelques verres. L'objectif est de finir brûlé en consommant le plus possible. Et c'est ce qu'on voit dans la société actuelle. Là où avant on prenait un verre, aujourd'hui ça en shot. Là où, voyez-vous, la texture, par exemple, de l'arôme du vin est montée d'abord au premier sens de l'odorat, et puis pouvait activer bien d'autres choses, même notre regard, et après aller au palais, et voyez, on le dégustait, et bien aujourd'hui ça termine plutôt en shot. Et également en one life, one shot. C'est-à-dire, ils vont me tirer leur coup, ils se barrent. Et la façon dont est dégusté l'alcool, la façon dont est appréciée la soirée, l'est de même pour les relations hommes-femmes. Vous comprenez? Ils veulent conclure au plus vite, faire le shot, shooter au plus vite, pour passer à la suivante et donc être dans un taux toujours plus de dépravation, de l'hubris dépassé. Dans la même soirée, 4-5 rapports différents avec des personnes différentes. Et de l'alcool à foison. Et de la drogue s'ensuit. C'est malheureusement les jeunes d'aujourd'hui, qui se laissent entraîner dans les mouvements avec l'impact des réseaux sociaux qui les engagent. Je me rappelle, moi, quand j'étais, je devais avoir quoi, peut-être toi, 18 ans, un truc comme ça, il y avait ceux qui se faisaient des bouteilles de vodka ou de whisky cul sec. Et tu devais nommer, autrement tu faisais des grands verres cul sec, genre t'en faisais 2 par exemple, et tu nommais quelqu'un. Moi, je sais que j'étais dans un groupe d'amis où ça jouait à ça. Ça s'enchaînait 2, 3 gros godets purs, même pas dilués ou autres, et ça nommait d'autres personnes en privé, qui devaient en faire de même, se filmer, etc. Eh bien, ce sont des mouvements qui ont été organisés pour justement dépasser la raison. Et aujourd'hui, autre phénomène gigantesque de la société, ceux qui sont percés et tatoués. Vous les voyez, sont de plus en plus. J'ai même l'impression que ceux de ma génération, là, qui ont entre 25, 27, 30 ans, ceux qui sont un peu plus vieux, ils ont tous des tatouages quasiment. C'est très rare d'en voir rester, voyez-vous, qui sont restés avec un corps, pour moi, ce que j'appelle un corps pur, justement. Le fait de se mettre des tatouages, je trouve que ça souille le corps. Je lisais l'autre jour un livre excellent qui en parlait, qui disait, même lorsque l'homme et la femme sont en rapport totalement dénudés, voilà qu'ils sont encore en réalité habillés d'une certaine matière. Cette encre indélébile, c'est exactement ça. Et pareil, hein, le côté du gustatif où ça s'organisait alors là, j'ai pris la planche de charcuterie, ça peut être du cochon ou bien d'autres choses, hein, tout dépend des traditions de chacun, mais en tout cas, on se mettait autour d'un repas, on partageait des petits morceaux de pizza, des petits morceaux de pain, des petits fours et tout ce que l'on peut voir. Aujourd'hui, c'est devenu du gavage et de la malbouffe. Ça se pète son tacos tout seul, ça prend du XXL, ça finit dans des démesures, exactement comme
pour ce qu'on a énuméré juste avant. Donc j'espère en tout cas que j'ai été assez clair. J'essaierai de vous présenter le livre La société de consommation de Jean Baudrillard qui dit que la consommation est devenue la morale de notre monde. On pourrait même rajouter que les supermarchés sont devenus des temples. Voilà on a enlevé les zigourates et que ces républicains, enfin plutôt ceux de la République, donc du républicanisme, s'attaquent à l'église, aux monuments, voyez-vous, aux lieux de culte, et nous attachent en même temps à ce mode de consommation et à ce que représentent les magasins, c'est-à-dire des temples de la conso. Et tout ça est en train de détruire les bases de l'être humain, c'est-à-dire l'équilibre de la pensée européenne depuis les Grecs, qui a maintenu entre les racines mythologiques, excusez-moi, et le monde du logos, donc de la raison. L'auteur précise comment la société du Moyen Âge s'équilibre sur la consommation et sur le diable, ainsi la nôtre s'équilibre sur la consommation et sur sa dénonciation. Donc ça sera tout. Faut que j'aille boire un verre, je m'étais même pas préparé de quoi me rafraîchir le gosier, donc au bout de, je sais pas, ça fait combien de temps là ça fait 1h25, donc au bout d'1h25, je commence à être un peu épuisé et j'espère avoir été très concret sur ce que représente la morale. Et on va enchaîner prochainement avec le corps marché, le biocapital, la biologie transformée en ordre capitaliste et bien d'autres choses encore. Retrouvez-moi en cas de censure sur Vérité Avenir ou bien avec le @Phenotix, Phenotiks, tiré du milieu, évolution, sur Odyssée et là-bas en tout cas sont archivées les vidéos. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et par la chrétienté, la victoire est assurée. Alléluia.